lundi 29 mai. Yorana, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. À la une de l'actualité ce soir, les crevettes locales sont victimes d'une bactérie inconnue et dont l'origine reste un mystère. Résultat, les crustacés tant appréciés des Polynésiens se font rares. L'année promet d'être catastrophique pour le secteur. La surfeuse mordue par un requin dans la baie de Matavai inquiète certains habitants. Les scientifiques, eux, appellent à ne pas tomber dans la psychose. Ces attaques restent rares au Fénois. Climat, pêche, coopération et sécurité au premier sommet des nations insulaires du Pacifique en Corée du Sud, à des problématiques communes aux 18 États et territoires de la région. Et enfin, c'est une véritable institution caritative qu'on ne présente plus. La saga permet chaque année à des enfants issus de milieux défavorisés de profiter de vacances ludiques au soleil. Son organisateur nous en dit plus sur cette 31e édition. Henri Cornette de Saint-Cyr est l'invité de ce journal. Vous l'avez peut-être remarqué, difficile, voire impossible de trouver des crevettes bleues dans les commerces ou les restaurants. Depuis quelques semaines, le crustacé d'eau douce est victime d'une bactérie qui décime les élevages aquacoles de la presqu'île. Plus inquiétant encore, impossible pour les experts de la direction des ressources marines d'éviter sa prolifération. Les conséquences pour les producteurs sont énormes. Les détails avec Priscilla Iteb et Jérôme Lee. Ce sont les premières crevettes que ce couple mange depuis son séjour en Polynésie. Mais il n'aura pas eu la chance de goûter à celle de la presqu'île, plat emblématique qui fait chanter les poêles de ce restaurant, car depuis 1 mois et demi, elles ont disparu des congélateurs. On essaie de faire de notre mieux pour pouvoir apporter du bonheur dans les assiettes de nos clients, en les avertissant justement que nos crevettes locales ne sont plus d'actualité. Du coup, on fait avec ce qu'on peut, on les propose des crevettes importées. Et impossible de savoir combien de temps cette pénurie va encore durer. Dans sa ferme à Te Aupo, 17 des 22 bassins de Te Vasiu sont à sec et il a déjà perdu 80 millions de francs de chiffre d'affaires. Il ramasse ses derniers crustacés pour la fête des mers. Ce bassin-là, ces bassins qui sont encore en production, ça va tenir 1 mois. Et après ça, j'aurai plus de crevettes jusqu'en octobre. En 2021, j'ai produit 145 tonnes sur les 163 tonnes de produits dans le pays. Cette année, déjà, c'est 30% en moins. Et ça va être catastrophique si la prochaine production n'arrive toujours pas. Une situation inquiétante que la filière crevette n'a pas connue depuis 30 ans. Les closeries pensent avoir trouvé l'origine de cette mortalité soudaine des larves. Il y aurait une bactérie qui ne posait pas de soucis auparavant, mais qui aujourd'hui arrive à passer toutes les barrières qu'on a mises en place au fil des années dans nos protocoles. La difficulté, c'est de savoir par où elle passe. Et donc on renforce, nous, aujourd'hui, toutes nos mesures de protection sanitaire au niveau des closeries. Les spécialistes de la direction des ressources marines travaillent aussi avec des experts australiens pour trouver des solutions. Avec les producteurs, ils comptent sur le soutien financier du pays. Aujourd'hui, une 30aine d'emplois sont menacés dans l'aquaculture. Chaque année, sachez que la production de crevettes s'élève à 150 tonnes au moins, bien loin de la demande qui est de 400 tonnes. Une nouvelle attaque de requins en Polynésie 2 ans après la dernière, c'était en 2021. Cette fois, le requin a mordu une kitesurfeuse. Nous vous l'annoncions hier soir dans la baie de Matavai à Aroué. Une première dans la zone. Si les jours de la victime ne sont pas en danger, la population s'interroge. Natacha Silagi, Rouen Potou. Toute activité nautique est interdite, mais les baigneurs et les hobbycats sont toujours là. Les surfeurs continueront d'aller eux aussi dans la zone. Tu vas faire plus attention ou tu vas continuer d'y aller? Je continue, ça ne change rien, c'est leur territoire. J'aime pas en tout cas aller au fond. Pour ma propre sécurité, je reste au bord. Pourtant, une jeune kitesurfeuse de 25 ans en apprentissage a été mordue dans cette baie. Une première en Polynésie et pas un chat ou presque sur le spot des kitesurfeurs aujourd'hui. On n'a jamais eu d'attaque de requin, donc je ne comprends même pas pourquoi elle a été attaquée. Un petit peu comme en Calédonie ou comme à La Réunion, mais il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent ici. En Nouvelle-Calédonie, justement, c'est un pêcheur sous-marin qui a été tué par un squale dimanche. À Tahiti, l'attaque a eu lieu dans une zone dont raffolent les thons, selon les pêcheurs.
Cela fait déjà quelques années que les requins sont des centaines à se donner rendez-vous dans la baie de Matavai. Apparemment, quand tu vas pêcher dans le Apo, apparemment il y a plein de requins. Quoi. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Ça veut dire alors que quelque part, il y a des gens qui vont, comment on dit, donner à manger aux requins. Hein? Parce que des fois, il y a des pêcheurs qui pêchent au gros, là, en profondeur. Quand ça mord les thons, les gros requins, ils mordent les thons. Donc il y a toujours eu des gros requins dans ce coin. Dans ce coin, il y a des gros requins. Mais selon les spécialistes, on ne peut pour l'instant ni parler d'attaque, ni accuser les clubs de plongée qui ne font plus de shark feeding, traduisez nourrissage de requins, depuis 6 ans. Il ne faut absolument pas tomber dans une psychose, puisqu'on a énormément de chance, au contraire, en Polynésie, d'être un sanctuaire de requins, avec une population de requins qui se porte extrêmement bien par rapport à d'autres endroits du monde. La baignade est interdite dans la commune d'Aroué jusqu'à nouvel ordre. En allant rencontrer la population, il y a pas mal de personnes en fait, qui nous ont signalé justement la présence de plusieurs requins dans le littoral, quoi. Donc là, oui, effectivement, ça nous interpelle. 2018, 2021, les 2 dates de morsures dites d'attaque de requins en Polynésie. Peut-être que le requin a cette fois seulement voulu marquer son territoire, peu importe. Prudence. Le premier sommet des nations insulaires du Pacifique s'est ouvert ce lundi à Séoul, en Corée du Sud. 20 États et territoires de la région participent à cette réunion, dont la Polynésie. Au cœur des discussions entre les participants, la pêche ou le changement climatique, mais aussi la sécurité dans cette zone hautement stratégique. Le point avec notre envoyée spéciale Lucille Guichet. C'est un sommet sous très haute sécurité. La Polynésie, comme les autres délégations du Pacifique, quitte le quartier de Myeongdong à Séoul sous escorte policière. Direction la Maison Bleue pour l'ouverture du premier sommet des nations insulaires du Pacifique. Il y a été beaucoup question de sécurité dans la région, des craintes concernant la Corée du Nord qui intensifie son programme de tests de missiles longue portée. Également évidemment de changement climatique et de toutes les questions de résilience face à ce changement climatique. Il a été question également de coopération multilatérale, c'est ce qui est un peu le fondement et l'ADN du Forum du Pacifique. Dans cette ancienne résidence du président sud-coréen, les 20 nations et territoires de la région parlent coopération. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, les 2 seuls territoires français présents, sont aujourd'hui gouvernés par des présidents indépendantistes. Mais au-delà de la voix de la France, c'est la voix du Pacifique qui résonne. Je travaille sur la base de l'accord de l'hiver, qui nous a, je crois que mon collègue polynésien aussi, on travaille sur la base de ce partage de responsabilité sur une compétence qui est une compétence régalienne. C'est derrière ces murs historiques que sont réunis les leaders du Pacifique. Demain, ils se rendront dans la ville portuaire de Busan, au sud du pays, pour parler pêche et aquaculture, un des enjeux communs aux 20 pays de la région présents aujourd'hui. Et en marge de ce rassemblement, le président Moetai Broderson a rencontré le premier ministre sud-coréen Han Duck-soo, puis le président Yoon Suk-yeol. Il a été question de coopération éducative et d'une ouverture probable d'un consulat de la Corée du Sud en Polynésie. On l'écoute. Avec le Premier ministre, nous avons abordé les sujets de coopération à la fois en termes d'éducation, en termes de possibilités industrielles, enfin du moins que des grosses sociétés coréennes qui interviennent dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi dans le domaine de l'aquaculture, puissent éventuellement venir voir un peu quels sont nos besoins. Nous avons également évoqué au niveau plus diplomatique la possibilité d'ouvrir un consulat de Corée en Polynésie. L'idée est lancée. Dans l'actualité de ce lundi également, la réinsertion en action à la prison d'Outouroi. 9 détenus ont suivi une formation au permis côtier, une préparation exigeante notamment au niveau du vocabulaire technique, comme vous allez le voir dans ce reportage de Stéphane Ratino sur des images de Julien Vescouvali.
Ils ont posé sur la table toute leur volonté, celle de trouver un chemin vertueux après le passage en prison. Ces détenus ont choisi la voie de la formation. Cette capacité donnée à qui s'éprouve offre la possibilité d'un autre horizon. Le permis côtier est un moyen de voguer vers des rivages plus sages. Accompagnés, ils ont travaillé. Ce permis parle à leur identité insulaire. Débat ensemble de ce qu'on pourrait mettre en place. Et moi j'ai eu l'idée, bien évidemment, de mettre en place la formation pour l'obtention du permis côtier. Je me suis aperçu également que la plupart n'avaient pas ce permis et qu'ici dans les îles, ça peut être un plus quoi, et de mettre en place aussi une activité professionnelle et pour se déplacer vu le lagon qu'on a. Après la théorie et la pratique, le juge d'application des peines a donné les autorisations de sortie pour passer le permis. Au-delà de la réparation du préjudice fait à la société, la prison a une mission, la réinsertion. Ils vivent des formations en prison qui sortent avec des diplômes, des certificats, en fait, se réinsèrent plus facilement et souvent le taux de récidive est inférieur par rapport à des détenus qui n'auraient pas suivi de formation et qui auraient en quelque sorte un peu perdu leur temps en prison. 2 prisonniers ont réussi l'examen, 6 autres qui ont validé la partie théorique ont désormais un semestre pour obtenir le précieux document. Et cette initiative est la deuxième entreprise Ariat et Ayatea. La première avait eu lieu avant la crise sanitaire. Ce 29 mai marque également la fin des vacances scolaires. Comme à l'accoutumée, une affluence particulière est constatée à la gare maritime. Les bateaux ont accosté les uns après les autres avec à leur bord de nombreuses personnes parties dans les îles pour ce long week-end de Pentecôte. Certains ont profité de ces derniers jours de beau temps juste en face à Mouria. D'autres se sont déplacés aux îles sous le vent. Laura Chintu a recueilli ses réactions sur le quai de Papeete. Surtout pour retrouver ma famille, quoi. Ok, et est-ce que c'était un événement spécial alors pour toi? Tu as profité de ce long week-end pour rejoindre ta famille? Oui, et on a fait beaucoup d'activités à la mer, c'était top. Là, on est parti à Rongui, ce long week-end, on est parti depuis vendredi et on est revenu là à l'Estok par avion. On est parti pour une course de bar, la Arimata Race. J'ai emmené les jeunes juniors du club de Touévanoui. Non, je suis le président. C'est bien de passer le week-end sur notre île. Hein. Parce que nous, à Morée, on vit pendant des années. C'est bien aussi de passer sur notre île. C'était super. Les gens de Rongui étaient accueillants et la course, ça s'est bien passé. C'était trop génial. Pendant ce week-end, j'étais sur Wahini, je reviens là des îles. Et je suis parti voir un peu la famille. Et on est parti un peu se balader, faire le tour de l'île, tout ça, vu qu'il faisait beau, profiter un peu avec la famille, les proches, et puis un petit peu de pêche aussi. Nous étions à Bora Bora pendant 5 jours. Et voilà, on vient de rentrer de Bora Bora pour rentrer sur Papeete. Nous sommes en vacances et on est venu passer 5 jours, nous sommes sortis en bateau, nous avons pris le bain, nous avons visité toute l'île de Bora Bora, qui est vraiment superbe. Voilà, maintenant, c'est l'envie de rentrer à la maison. On est parti sur Taha par-dessus le Qatar. Et hier, on est revenu l'après-midi. Et comme il y avait du vent, c'est pour ça qu'on n'a pas continué notre route. Mais comme hier, on est resté à la maison, on s'est préparé pour le retour d'aujourd'hui. Comme demain, c'est la rentrée de l'école, on a bien passé nos vacances. Et justement, à la veille de la rentrée scolaire, les habitants ont profité encore de quelques heures de repos. Farniente à la mer pour les uns, retrouvailles en famille pour les autres. Les étudiants des îles éloignées, eux, préparaient leurs bagages avant de rejoindre leurs établissements scolaires. C'est le cas notamment d'Emeline, une lycéenne des Australes scolarisée au lycée Tetaraumayo. On écoute ses réactions recueillies à Tupouei et Mouria par nos correspondants. C'est très difficile pour la première fois de quitter sa famille. Et oui, pour moi, c'est difficile. Quand je pars, je contacte beaucoup ma mère chaque jour et on s'envoie des messages. Est-ce qu'en tant que parent, c'est difficile de voir son enfant partir? Oui, c'est très difficile, mais avant tout, il faut penser à son avenir pour elle. Aujourd'hui, il faut avoir un travail et avoir un diplôme pour pouvoir bien gagner ça. Tu adores les vacances? Oui. Pourquoi? Parce que je voulais aller à la mer avec mes 2 tatis. Tu as hâte de retourner à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce que il y a des copines. Ben oui, on en profite, voilà, tous les enfants sont là, on n'est pas là haut de la plage.
Ça amuse les enfants, puis ça les détend, puis nous on est bien aussi. Ouais. C'est magnifique. Je suis retraité de l'armée et puis je profite, voilà. Je suis rentré de France il y a 10 ans, je viens de m'installer ici il y a 10 ans. Et c'est que du bonheur, c'est la tranquillité. Et on aime ce climat. Voilà, en Polynésie, on est très très famille, ce qui nous manque en France. Le rassemblement familial, ce qu'on en a plus beaucoup en France, et ici, voilà, tu vois, c'est ça la famille. Et Méline et sa famille seront séparés un mois, puisqu'il reste un mois avant les grandes vacances scolaires. Et justement, dans un mois et 2 jours, 720 enfants s'envoleront pour Huahine, des vacances offertes par la Saga, 31e du nom. Mais pour leur permettre de découvrir de nouveaux horizons, l'équipe doit pouvoir compter sur la générosité des donateurs privés, institutionnels, mais aussi sur celle des habitants. Et qui de mieux que son organisateur pour en parler? Nous accueillons ce soir Henri Cornet de Saint-Cyr. Yarana. Bonsoir Hayata, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors 31 ans d'aventure humaine, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui vous motive chaque année? Pardon? Qu'est-ce qui vous motive chaque année? Je pense qu'on est tellement touché par le bonheur de ces enfants. Ils ont besoin de nous. Je pense qu'on a mis le doigt dans l'engrenage il y a quelques années déjà et on ne peut plus s'en sortir parce que bon, c'est une opération qui est trop belle, qui nous a fait grandir, qui a réveillé les consciences aussi, la conscience collective. Et tous ceux qui l'ont vécu, les adultes, l'encadrement, etc., toutes ces personnes-là ont été toutes très touchées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue, parce qu'on a beaucoup de monde autour de nous aujourd'hui. Alors, comme chaque année, vous faites un appel aux dons et aux bénévoles. Les dons financiers d'abord. La Saga 2023, c'est une 50aine de millions de francs pacifiques. Est-ce que ce sont les dons qui financent en grande partie la Saga ? Non, c'est d'abord le pays qui nous aide beaucoup, l'État aussi que l'on sollicite, le contrat de ville également qui nous aide beaucoup, mais il y a les partenaires privés, il y a beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent, il y a aussi bien sûr les dons. L'ensemble c'est un tout, c'est-à-dire que la Saga implique beaucoup de monde et c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose parce que les gens se sentent concernés. Et comment est-ce qu'on fait pour aider la Saga, notamment pour les habitants, par exemple? On a deux grandes actions. La première, c'est que déjà, il va y avoir notre présence le 9, le 10 et le 11 juin prochain dans les différents carrefours pour la collecte des goûters. On a besoin de goûter, on a besoin de petits déjeuners. Ce sera l'occasion il y aura une urne également, les gens pourront déposer des dons, ils pourront prendre des bons d'achat aussi à la caisse centrale pour les mettre dans déjà dans une urne, et puis il y aura aussi une vente de t-shirts. Donc ça c'est une belle chose. Et puis il y a aussi la fondation Anna Veil qui intervient puisqu'elle a mis en ligne une cagnotte, ce qu'elle fait tous les ans, et ça va beaucoup nous soutenir également. Durant la Saga, ce sont 144 enfants qui profiteront donc du Motu Te Whariri chaque semaine à tour de rôle, et ils sont accueillis par des familles d'accueil à Huahine. On en compte 50 cette année. Est-ce que ce soutien est aussi tout aussi important? Il est extrêmement important. D'abord, ces familles, il faut le souligner, sont choisies par les services sociaux officiels, donc sur des principes très précis. Nous avons des règles très précises, donc elles sont bien choisies. Une grande partie de ces familles sont déjà des anciennes familles de la Saga, puisque c'est la 6e fois qu'on retournera sur Huahine. Et donc, le rôle des familles d'accueil est important parce qu'elles recadrent. Il y a une vraie ambiance familiale. Ces familles sont bien préparées. Pendant tout le temps de la Saga, elles n'accueilleront que des enfants de la Saga. Il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de brinques, il n'y aura pas d'alcool. Ces familles sont bien préparées à tout ça. Et puis, c'est une prise en charge très personnalisée. Et on se rend compte, d'ailleurs, à chaque départ, ce sont des pleurs. C'est très émouvant parce que les enfants pleurent, mais pas seulement, les familles aussi, parce que les familles s'attachent. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a du lien qui reste. On a des ex-enfants de la Saga qui ont 30 ans, 40 ans aujourd'hui, qui ont toujours gardé le contact avec ces familles. C'est formidable. Moi, j'ai des témoignages tout le temps. On me croise souvent, on me parle, on me dit merci. Enfin, moi, je ne reconnais pas forcément ces ex-enfants parce qu'ils ont grandi. Et il y en a eu tellement. Il y en a eu
plus de 20 300 qui sont passés à la saga, mais on a créé du lien. Il y a beaucoup d'enfants qui ont trouvé un grand-père, un tonton, des mamans qui ont été séparées de leur enfant pour diverses raisons, qui ont retrouvé leur enfant parce qu'elles étaient dans les îles, et c'était l'occasion de retrouver des liens et des familles entre elles. Donc ce sont vraiment des liens qui se créent. Merci beaucoup Henri Cornet de Saint-Cyr. Merci. Oui. Et j'en profite pour vous remercier infiniment et remercier tous ceux qui nous aident, qu'ils soient bénévoles, que ce soit les entreprises, le pays, l'État, enfin tout le monde. Merci, un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Je rappelle que la collecte de dons dans les supermarchés aura lieu donc du 9 au 11 juin et la saga se tiendra du 2 juillet au 6 août donc à Huahine. Au chapitre sportif, du côté de Vaitaroa, Taravo, 3e journée du championnat de Polynésie de motocross. 5 catégories font rougir les moteurs, des poussins à l'élite. Parmi les favoris, le champion de l'année dernière, Jonas Lewing, 21 ans, originaire de Tuahutu. Il tente avec brio de conserver son titre puisqu'il reste en tête du classement pour cette année. Et à Ayatia, la course Corpo V1 organisée par le club Tumunwiv A réuni 60 participants de l'île Sacrée mais aussi des îles voisines. Tous se préparent pour le Te Aito, la grande course de pirogue individuelle qui aura lieu le 3 juin prochain. 18 km à parcourir à la force des bras pour les rameurs des Raromat Ei. Dans la catégorie des dames, c'est une jeune étoile de seulement 16 ans qui remporte la victoire. Chez les hommes, en Matahiapo, on retrouve Pierre Haapa sur la première marche du podium et enfin Brian Amin chez les seniors. On écoute les vainqueurs, ils répondent à Julien Vescovali. Ce matin, c'était plutôt chargé. Le ciel était bien chargé, il y avait du vent et après ça s'est calmé. Je suis tombé malade 2 jours avant là. Et ouais, c'était plutôt compliqué pour moi aujourd'hui, mais voilà, ça l'a fait quoi. Aujourd'hui, je termine première dans la catégorie des Open Dames. Il y a eu de la bataille. Ouais, dès qu'on a tourné là-bas au poteau, elle était juste derrière moi et quand ça m'a fait quelque chose, du coup, j'ai fait des séries il y avait du combat et j'ai essayé quand même de tenir sous la première pas jusqu'à l'arrivée. C'était dur. Et c'est sur ce témoignage que s'achève ce journal. Les crevettes bleues de la presqu'île victimes d'une bactérie qui décime les élevages aquacoles de la presqu'île. C'est l'information principale de ce journal. Résultat, les crustacés tant appréciés des Polynésiens se font rares. Plus inquiétant encore, les experts de la direction des ressources marines n'ont toujours pas identifié ce problème sanitaire. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, un sujet environnemental avec ce titre « Paia, station de Tiapa, au milieu, souille une rivière ». Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Très belle semaine à vous et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.